Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît de TV5 Monde, Fatimata Wan-Sagna de France 24 et puis Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 pour une édition axée sur l'actualité électorale. Au Congo-Brazzaville, la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour de la présidentielle, contestée en tout cas par une partie de l'opposition. Au Bénin, la présidentielle remportée au second tour par Patrice Talon face à Lionel Zinsou. Enfin, au Sénégal, la victoire du oui à la révision constitutionnelle en 15 points, révision proposée par le président Macky Sall. D'abord, le résumé de cette réélection donc controversée de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, résumé par Pascal Achard de TV5 Monde. L'opposition placée devant le fait accompli. L'annonce officielle est tombée dans la nuit. Denis Sassou Nguesso reprend bien les rênes du pays avec plus de 60% de votes en sa faveur. Magie et fraude massive continuent de clamer les rivaux. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Nous sommes dans une logique de contestation légale des résultats électoraux. Mais le camp de Guy Brice Parfait Colélas, arrivé deuxième avec plus de 15% des voix, veut rassurer. Pas d'épreuve de force ni de violence. Manière peut-être de calmer ses partisans échaudés. Dès le dépouillement dimanche, quelques heurts ont éclaté. La police a dû disperser plusieurs centaines de manifestants anti-Sassou Nguesso. Et depuis l'annonce des résultats partiels mardi, la tension est palpable dans le fief de l'opposition, quartier de Makelekele, quadrillé par les forces de l'ordre. Du côté des partisans de Denis Sassou Nguesso, l'ambiance est évidemment à la fête. Denis Sassou Nguesso, 32 ans, à la tête du Congo-Brazzaville, est reparti pour un tour à la faveur d'un récent changement de constitution qui lui a permis de briguer ce nouveau mandat. Un coup d'État constitutionnel dénonce ses détracteurs. Le pays a voté dimanche dans l'isolement complet. Les autorités avaient ordonné la veille de couper toutes les communications pour raison de sûreté nationale. Voilà, donc Pierre Benoît, après s'être taillé sur mesure une nouvelle constitution, Denis Sassou Nguesso vient de franchir le dernier cap donc pour rester au pouvoir. Il a été donc officiellement réélu, mais Jean-Marie Michel Mokoko, officiellement arrivé en 3e position, conteste les résultats. Il dénonce, je cite, un vote volé et appelle à se lever pour barrer la route donc à l'arbitraire. Et au moment où nous enregistrons cette émission ce vendredi matin, la situation reste tendue au Congo, mais aucun incident n'est à signaler, ni de représailles pour le moment à l'encontre du général Mokoko. Oui, mais la situation reste tendue. On l'a dit dans le reportage, 4 jours de blackout complet au niveau des communications internationales, un climat assez tendu, un déploiement de forces policières et de soldats assez considérable sur Brazzaville, mais aussi dans le nord, sur Pointe-Noire. Un résultat assez net, puisque 60-40. Mais contesté. Et on attend le chiffre de la CENIBIS, puisque la commission électorale montée par l'opposition est en train de travailler. On remarque aussi qu'il y a 2 réactions dans l'opposition, celle de Parfait Kolela qui est sur le mode « nous contestons le résultat mais sans violence », et puis les déclarations assez fracassantes du général Mokoko qui parle, je le cite, qui demande aux gens de se lever pour barrer la route à l'arbitraire. Mais vous savez, son avocat, qui est un de ses compagnons de route, qui s'appelle Norbert Tricot, a dit « ce n'est pas un appel à manifester, c'est une grève, une protestation pacifique ». Donc là aussi, les Congolais qui ont une longue expérience du système Sassou Nguesso sont prudents. Et on sait très bien aussi... il n'y a pas une peur un peu ? Il y a une peur qui est très palpable dans les rues. On a vu aussi des journalistes de l'AFP et du Monde qui ont été molestés. Donc c'est aussi des gestes qui ne sont pas gratuits pour un pouvoir qui est cumulé, 32 ans quand même pour Sassou Nguesso. Donc moi, ce que j'ai senti et ce qu'on a pu voir, on verra après comment ça va se passer, c'est que même dans les fiefs du PCT, il y a un relatif effritement de la popularité, parce que l'idée d'avoir tordu le bras à la Constitution pour se maintenir au pouvoir, ça passe mal même dans certains courants qui ont été les piliers du régime jusqu'à aujourd'hui. Alors le PCT, Parti congolais du travail, l'ancien parti marxiste de Denis Sassou Nguesso, devenu social-démocrate. Fatimata, alors les Congolais, donc Congo-Brazzaville, doivent se résigner
à voir Denis Sassou Nguesso continuer à régner sur ce pays. On a l'impression que c'est l'histoire qui se répète et que 32 ans au pouvoir, le tripatouillage, vous l'appelez comme il est, du référendum qui lui permet de briguer un nouveau mandat alors qu'il n'avait pas droit. Il y avait 2 barrières, absolument, l'âge, le référendum, le mandat, etc. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué, justement, au Congo, pour eux, d'essayer de s'extraire de cette emprise qui est quand même extrêmement totale sur l'économie, la société, etc. Je ne mentionne même pas l'effet de guerre, etc., la guerre civile. Donc, il y a des traces extrêmement profondes. Les gens ne se sont quasiment pas déplacés parce qu'évidemment, par peur de représailles qui ne sont pas, pour le coup, fantasmées, mais extrêmement réelles et présentes dans le pays. Donc, ça, c'est une vraie question, justement, parce que Denis Sassou Nguesso aime à se présenter comme l'homme de paix. Voilà, il aime arborer cet habit d'homme de paix, qui est quand même, pour le moins, assez usurpé, on va dire. En tout cas, l'histoire le démontre. Maintenant, la question, il veut surtout faire oublier qu'il est arrivé par la force des armes. Oui, absolument, absolument. Et c'est ça l'ironie de l'histoire, d'ailleurs. Stéphanie. Non, mais justement, vous parliez de la peur chez les Congolais. Brazzaville est quadrillée par les militaires. Et effectivement, pour un homme de paix, l'armée est quand même très présente au Congo. C'est un scénario qui se déroule, qu'on a vu dans le premier acte, était le dialogue de Sibiti, que l'opposition n'a pas été capable aussi d'empêcher. Absolument. Alors, pourquoi ? Parce que Dialogue l'opposition tronqué. aussi n'enthousiasme pas les populations, alors sauf Jean-Marie Michel Mokoko, mais il est peut-être arrivé un peu tard aussi. Et puis il faut voir que c'est aussi un ancien, un proche un opposant de la 25e heure. Voilà. Oui, c'est un repenti quelque part. Tout à fait, en effet. Et puis alors se revenir sur les chiffres, effectivement, alors on ne sait plus quel crédit apporter à ces chiffres. On parle d'une victoire de 60% avec un taux de participation, je ne sais pas, 68%. Alors, on nous a sorti un taux de participation de 72% au référendum, alors que les bureaux de vote étaient clairement vides. Alors, et pour finir, effectivement, je pense que Denis Sassou Nguesso, sa popularité s'effrite, parce qu'en 2002, il était réélu avec 92%, voilà. Oui. 78% en 2009, et aujourd'hui, on a 60%. Alors, est-ce que peut-être on n'ose plus faire des scores soviétiques ? Je pense que c'est ça. Score nord-coréen, voilà, parce qu'on Corée du compare Nord. maintenant le Congo-Brazzaville à Toro. Parce que le parti est devenu social-démocrate, donc il faut s'adapter aux standards sociodémocrates européens. Voilà. Non, mais vous avez évoqué, Pierre, dans votre première intervention, le fait que des journalistes étrangers ont été bousculés, on va dire, tabassés, brutalisés. D'ailleurs, il y a une protestation officielle de la France, puisqu'il s'agit de notre confrère du Monde, Christophe Chatelot, et de 2 envoyés spéciaux de l'AFP. Les États-Unis ont également protesté contre cette violation de la liberté de presse. Absolument, et en parfaite cohérence pour ce qui concerne les États-Unis avec le tripatouillage de la Constitution et le maintien au pouvoir de Sassou Nguesso. Ils avaient manifesté leur réserve, on va dire, en termes diplomatiques au moment où la Constitution a été modifiée par le pouvoir. Alors il faut redouter peut-être, Fatimata, une répétition de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, peut-être de l'autre côté du fleuve, en RDC, en tout cas c'est à craindre, puisque on évoque aujourd'hui le glissement du calendrier électoral, à savoir que cette présidentielle, à laquelle normalement, constitutionnellement, Kabila ne peut pas se présenter, n'aura peut-être pas lieu à la fin de l'année comme prévu. Absolument, et on attend évidemment les derniers développements pour savoir comment les gens vont se positionner, notamment au moment des élections pour l'opposition. Ça va être une vraie question parce que là, les enjeux sont différents. Évidemment, le contexte de violence assez volatile est à craindre. Donc, on se demande si finalement l'année à venir va pas être plus inquiétante pour la région, finalement, que cette année. Oui, parce qu'on est dans une autre configuration à RDC, évidemment. Effectivement, les gens sont moins apeurés. C'est un pays grand, un grand pays. Pareil, c'est une crise politique, cela dit, pour faire la comparaison avec le Congo, qu'on voit venir de loin, depuis longtemps. Voilà, on alerte. Alors après, quels sont les moyens à l'intérieur et à l'extérieur pour empêcher, prévenir la crise politique que font les institutions africaines et internationales? Apparemment, moyen nul, quand on prend par exemple l'exemple du Burundi, Pierre. Oui, absolument. Donc il y a toute la question de l'Est de la RDC qui n'est pas résolue avec la crise burundaise qui finalement est un abcès de fixation régionale assez important que personne ne peut prévoir parce que la situation est figée, la répression continue au Burundi. Mais pour
faire la comparaison avec les deux oppositions, l'une à Kabila et l'autre à Sassou Nguesso, on a des situations assez contrastées parce qu'il y a aussi dans la dynamique politique de ces dernières années en RDC l'apparition de vrais leaders, Katumbi, etc., l'ancien gouverneur. Il y a une vraie classe politique de RDC qui monte, qui s'organise avec des gens très forts et puis qui ont une assise populaire. C'est peut-être ce qui manque aussi, je mets un peu les pieds dans le plat, il y a une opposition de principe à ce vote pro-Sassou Nguesso, pro sa réélection, mais en même temps, l'opposition à Brazzaville, elle est éclatée, il y a aussi le système de la peur dont on a parlé, et finalement, il n'y a pas non plus un leadership puissant et qui serait capable de fédérer quelque chose de concret et qui permettrait aux gens de se positionner, parce que la peur permet justement le maintien du système. Voilà, et l'on passe d'une élection à l'autre, une élection d'une autre tenue, cette fois, celle qui a abouti au Bénin, à la victoire de l'homme d'affaires Patrice Talon et à la défaite cuisante du Premier ministre Lionel Zinsou. Le sujet est résumé par Guillaume Villadier de TV5 Monde. Pendant des semaines, ils ont soutenu et même fait bruyamment campagne dans toute la ville pour leur candidat. Aujourd'hui, c'est Taximoto de Cotonou fête la victoire. Le Premier ministre, Lionel Zinsou, a reconnu sa défaite avant même qu'elle ne soit confirmée par la commission électorale. À 57 ans, Patrice Talon va donc succéder à Thomas Boni-Yayi. Une revanche pour l'homme d'affaires qui avait grandement contribué à faire élire et réélire le président sortant avant de tomber en disgrâce, accusé d'avoir voulu empoisonner le chef de l'État. Un statut d'ennemi numéro 1 qui va permettre à Talon de revêtir pour cette élection les habits neufs du candidat de la rupture. Je sais comment chercher l'argent. Mais c'est surtout un entrepreneur incontournable qui a fait fortune dans les engrais et le coton, qui contrôle la gestion du port de Cotonou, possède une télé et finance des journaux. Une réussite controversée qu'il affiche jusqu'aux portes du bureau de vote quand il arrive en voiture de luxe. Cela pourrait choquer, mais cela plaît. Il est déjà riche. Il n'a pas besoin de notre argent. Il se suffit déjà. Pour les Béninois qui n'ont pas voté Talon, la défaite est amère. Ceux qui crient victoire, disent-ils, se bercent d'illusions. Il croit que M. Talon, comme c'est un multimilliardaire, il viendra partager de l'argent dans la maison. Non. Pour le prochain président, tout commence aujourd'hui. Les attentes des Béninois sont énormes et le roi du coton doit désormais démontrer qu'après avoir fait prospérer ses entreprises, il peut diriger un pays. Voilà, le Bénin en pleine plutocratie, élu grâce à l'argent. Alors, victoire écrasante de Patrice Talon, nouveau président du Bénin, mais les Béninois ont, semble-t-il tout de même, Pierre, un tout petit peu aussi sanctionné ce parachutage de Lionel Zinsou, passé de la banque d'affaires ici à Paris en juin dernier à Premier ministre, et puis candidat du parti au pouvoir, pouvoir sortant. On peut penser maintenant et le dire clairement que Zinsou a été victime d'avoir été adoubé par le président sortant. D'une part parce que le bilan de Thomas Boni-Yayi est quand même assez faible. Il y a eu un développement de la corruption et un développement de la pauvreté, un appauvrissement d'une partie du pays. Donc ça, c'était à mettre au passif du régime sortant. Et la façon dont il est arrivé, trop tard sans doute, pour redresser la barre, pour changer un peu l'image de marque du régime Boni-Yayi, l'a complètement plombé dans sa campagne électorale. Alors lui, par contre, il a une forme de modernité et il a un discours cash. Patrice Talon. Non, je parlais de Zinsou. Et le fait que Zinsou, par exemple, a reconnu très vite sa défaite, tout ça est à mettre à son crédit quelque part aussi, parce que finalement, ça a été bien reconnu par les Béninois qui sont quand même très ouverts à une certaine forme de modernité politique, eux aussi. On sent qu'il y a une volonté de changement qui existe après les deux mandatures de Thomas Boni-Yayi. Et je ne sais pas si Talon va pouvoir bénéficier de faire quelque chose avec cette volonté de changement. Voilà, ouais. C'est toute la question. Fatoumata. Donc cette victoire et puis aussi finalement l'illustration de cette démocratie de grande maturité des Béninois finalement. Ils ont voté, les acteurs politiques ont accepté, il y a eu un deuxième tour, il n'y a pas eu ce fameux un coup KO, enfin bref. C'est incontestable. Le Bénin donne
une sorte de leçon démocratique à certains de ses voisins et effectivement continue sur cette lignée et cette volonté initiée depuis quelques années maintenant de restaurer une certaine idée de la démocratie et des fondements. On l'a dit, le perdant Lionel Zinsou a très vite reconnu sa défaite avant même la publication officielle. Donc voilà, donnant des gages aussi à ses troupes, etc., à tout le monde, que finalement il y avait une façon de faire différemment, qu'on pouvait accepter une défaite de façon très honorable et puis passer à autre chose, que la vie politique, et d'ailleurs pour lui, la vie politique est un épiphénomène dans sa vie, forcément. C'est un homme d'affaires qui a brillamment réussi, qui habite en France, etc. Et qui aime sincèrement le Bénin, semble-t-il. Absolument, absolument. Quelqu'un qui a des attaches là-bas, qui a voulu, et qui a eu un optimisme qui est chevillé au corps, qu'on lui connaît, qu'on lui reconnaît. C'est une image de marque. Exactement, qu'il a développé et répandu partout, que ce soit au Forum de Davos, ailleurs, etc. Il est connu pour ça. Donc, pour lui, le retour au pays natal a été vraiment une marque politique, une volonté. On sent que c'est pas fin, c'est sûr. Par contre, évidemment, endosser un bilan qui n'est pas le sien de Yahi Boni, c'était totalement malvenu, forcément. C'était très, très risqué. Un mot, donc, sur cette défaite de Lionel Zinsou. Le président Boni Yahi a largement savonné la planche à Lionel Zinsou durant toute la campagne, multipliant les déclarations et ses remaniements entre deux tours, dont personne ne sait encore aujourd'hui pourquoi. Donc effectivement, après, maintenant, voilà, faut donner crédit. C'est une large victoire pour Patrice Talon. C'était deux visions du Bénin qui s'affrontaient. La sienne a largement gagné. Alors, comment passer des habits de roi du coton à président de la République, alors, même s'il y a des ralliements de dernière heure? Je suis pas sûre qu'on gère un État déjà comme on gère une entreprise. Ça, c'est mon avis. Mais alors, peut-être que porté par cette légitimité, effectivement, il va faire le ménage. Peut-être revoir aussi un système, on parlait de plutocratie tout à l'heure. Alors, il y a largement contribué en 2006 et en 2011, mais je lui donne gage de confiance et que peut-être porté par cette légitimité, il mettra en place ces réformes. Alors encore des grosses questions aussi sur la question du mandat unique. Et on a vu quand même Oumbeji qui est passé du soutien à Zinsou au ralliement maintenant à Talon. C'est de la téléportation. Moi, c'était aberrant quand même, le PRD, le parti du renouveau démocratique d'Adrien Oumbeji. Alors dans l'opposition, sous Boni Yahi, au moment de la campagne présidentielle, se rallie à la candidature de Lionel Zinsou en espérant cette fois on va avoir le pouvoir. Et puis finalement, au lendemain de l'échec de Lionel Zinsou, se rallie à Patrice Talon. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Plusieurs ministres qui ont déjà rejoint Talon. On parlait de modernité, c'est vrai, mais il y a encore des archaïsmes. Oui. Alors, voilà. Ceci dit, la transhumance n'est pas le seul fait du Bénin, de toute façon. On connaît ça en Europe. Oui, voilà. Mais coup de chapeau tout de même à ce Bénin démocratique. Voilà, c'est aussi simple que ça. On passe au référendum constitutionnel au Sénégal, malgré une campagne électorale et de presse, dirons-nous, trash et d'intox sur une prétendue révision destinée à promouvoir l'homosexualité. Plus de 60% des Sénégalais donc ont approuvé cette réforme constitutionnelle, Pierre. Elle portait sur 15 points, destinée à restaurer l'état de droit après plus d'une décennie de chaos institutionnel. Et les Sénégalais ont donc approuvé cette forte avancée démocratique, se félicite le président Macky Sall. Oui, il y a deux choses à dire. La première, c'est que le résultat est faible, même s'il est net. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 25% des voix qui ont approuvé du corps électoral, 25% du corps électoral qui a approuvé la réforme. Ça, c'est un premier point. Et ça dénote aussi, finalement, c'est une espèce de pré-campagne électorale, présidentielle pour Macky Sall. Donc ça dénote un effritement de sa position politique. 4 ans après, c'est pas très grave non plus, mais quand même, voilà. Et l'autre chose à souligner, on l'a vu dans les reportages de TV5 notamment, les gens ne savaient pas sur quoi ils votaient, il y avait beaucoup d'intoxication, on ne comprenait pas trop, beaucoup le disaient, il y avait un espèce de leitmotiv, il s'est dédié, etc., alors que finalement... Qu'on voulait abattre les religions. Oui, d'une part, et d'autre part, finalement, il faut quand même reconnaître à Macky Sall le fait qu'il reconnaît le droit, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle a dit qu'il pouvait y avoir rétroactivité de la loi, puisque lui était engagé sur un mandat de 7 ans, ça pouvait s'entendre. Mais il y avait une grande confusion, et le pouvoir n'a pas réussi à clarifier cette confusion. Faute de temps d'ailleurs. Faute de temps, la campagne a été une campagne éclair, Fatoumata. Absolument. La question finalement, c'est que, comme toujours, on parle de référendum, de points juridiques, alors qu'en fait, il ne s'agit que de politique, encore une fois. C'est-à-dire que Macky Sall, en décembre
donc 2015, annonce la tenue d'un référendum dont on ne sait pas trop les détails, les motifs, etc. et les contours clairs. Je rappelle qu'au journal officiel, la publication exacte des articles est apparue le 1er mars, donc on est à 20 jours avant les élections, ce qui est quand même une aberration totale. Mais en même temps, c'est des propositions qui émanent de ce fameux forum de Benno Siggil Sénégal. Absolument, les assises nationales, donc amenées par Amadou Mokhtar Mbow, donc qui est une sorte de relais d'un consensus national, etc. Donc il n'a pas fait tout ça dans son coin. Soit, certes, ceci dit, il prend le risque, donc, alors le risque ou pas, ou un coup politique, de faire sortir du bois finalement ses potentiels rivaux. Donc en l'occurrence, Khalifa Sall, qui est le maire de Dakar, qui a perdu, totalement anesthésié, qui a perdu et qui l'a anesthésié parce que Khalifa Sall a voulu se démarquer de Ousmane Tanor Dieng, donc le père spirituel et patron du PS, évidemment. Donc il a voulu tuer le père en soi en voter en ralliant le camp du non sans avoir d'argument véritable, parce que dans ce projet-là, quoi qu'on en dise, c'est des avancées pour la démocratie et la stabilité du pays, notamment sur le plan de l'environnement, qui est un des fers de lance de Khalifa Sall, donc il est complètement en contradiction donc sur le fond. Par contre, il a voulu politiquement se démarquer, faire une sorte de test de popularité pour voir où est-ce qu'il en était, si éventuellement, la campagne arrivait plus tôt que prévu. Et bien là, perdu sur les 2 points. Il a perdu donc dans son propre camp, même ses propres généraux ont perdu dans les différents camps de campagne. Et en plus, il perd sur un positionnement qui n'est pas du tout lisible. Et voilà, anesthésié. Donc, coup double pour Macky Sall, c'est quand même pas tellement mal joué. Les conséquences, justement, au sein du Parti socialiste. Moi, je vois surtout un échec, justement, pour le Front du Non. Alors, même si c'est une semi-victoire au regard de l'abstention, le Front du Non, auquel s'était rallié le mouvement citoyen Y en a marre, qui, en 2012, arrivait à mobiliser complètement et qui, là, pour le coup, a totalement discrédité et qui ne mobilise plus du tout autant. Et puis qui pousse à s'interroger aussi sur la légitimité, le degré de légitimité, en tout cas, de ces mouvements, dit-on, de la société civile. En tout cas, de leur durée dans le temps. Tout bois. Voilà. Non, ils se sont ralliés, eux, ils ont joué. Ils se sont ralliés aux opposants pour pouvoir justement exister et faire chuter Wade. Voilà. Maintenant que les opposants sont arrivés au pouvoir, la question c'est comment est-ce qu'ils se positionnent. Ils sont avec, finalement, leurs alliés sont au pouvoir. D'autant qu'ils dénoncent depuis ce matin, vendredi, une absence de concertation. Et vous l'avez rappelé, ce texte de réforme constitutionnelle est issu des Assises nationales de 2009 auxquelles Y en a marre a largement participé et contribué. Absolument. Alors on a vu aussi, à propos de positionnement, Idrissa Seck tenter son comeback, Pierre Benoît. L'un des ex-dauphins de l'ex-président. Voilà, donc ça, je pense que notre consoeur a raison. C'est une clarification politique assez importante. Alors, il y a une baisse de popularité de Macky Sall, c'est pas anormal. Au bout de 4 ans d'exercice du pouvoir. Il y a l'affaire du maire de Dakar qui s'est planté, pour le dire clairement, et puis Seck aussi qui sort du bois, etc. Donc je pense que du point de vue du jeu tactique, Macky Sall, il a fait très fort, et c'est pas mal du tout. Et puis surtout, moi, c'est ça qui me frappe, on est passé un peu vite. Le mouvement citoyen, il s'est en grande partie décrédibilisé, parce que d'une part, c'était une plateforme anti-Wade au moment de l'élection présidentielle qui a vu Macky Sall porté au pouvoir, mais en même temps, c'est un tel espoir sur une grande partie de la jeunesse sur le continent, tout ce qui est les citoyens, société civile, etc. Ils n'ont même pas lu ce que soulignait notre consoeur, à savoir qu'effectivement, il y avait un développement de l'état de droit, il y avait des choses qui touchaient à l'environnement, etc. Des choses qui sont quand même intéressantes, parce que finalement, quel est l'avenir politique sur le plan institutionnel de ces mouvements citoyens sur le continent africain? C'est de parler de la société, c'est de parler de l'écologie, de l'environnement, de choses qui intéressent les gens. Et s'ils n'occupent pas ce créneau, ils seront mangés par les grandes machines politiques traditionnelles. Stéphanie, oui. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Pierre Benoît. En effet, ça pose la problématique. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il y en a marre, n'ait pas défendu ce texte de loi, en tout cas ne soit pas penché profondément sur ce projet de réforme. Ça pose la question des mouvements citoyens. C'est une semi-victoire pour Macky Sall. En même temps, comme ça reste une semi-victoire et qu'il y a eu beaucoup de confusion dans la tête des gens, je pense que Macky Sall serait bienvenu de faire peut-être
un geste. D'ouverture, oui, je crois que c'est ce qu'il tente de faire. Remaniement, là. Je ne suis pas sûr qu'il y soit tenu, oui. d'autant que le nom est extrêmement divisé, disparate, endossant des habits qu'on ne sait pas très bien pourquoi, le nom arguant le fait que c'est une porte ouverte à la libéralisation, l'instauration de l'homosexualité dans le pays, qui n'est pas du tout le débat. Ce qui est totalement faux. Voilà, on offre plus de droits et on sécurise les droits des citoyens, donc y compris les libertés religieuses. Exactement, quelle que soit leur ethnie, leur sexe, leur apparence, etc. Donc c'est vraiment un renforcement de l'état de droit. Donc ça, ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu jouer un coup politique qui est complètement malvenu et qui, pour le coup, était un raté politique, simple et net. Donc forcément, moi, je ne suis pas sûre que Macky Sall soit tenu de donner des gages de popularité machin aux uns ou aux autres, de faire un gouvernement d'union nationale. Sauf à vouloir un consensus. Exactement, sauf à vouloir... Pour se préoccuper des vrais problèmes du pays. Non, et sauf à vouloir entériner son projet, si tel fut le cas, on ne sait pas, en tout cas, d'anesthésier totalement pour le coup l'opposition et ses potentiels rivaux. Idrissa Seck, de toute façon, il n'a plus voix au chapitre. Il a une petite question tactique à régler, c'est le rapport avec la confrérie mouride. Oui, mais cette confrérie mouride a compris quand même le message, que s'il ne s'agissait pas d'un référendum quand même. pour l'homosexualité... Il faudra qu'il aille à tout bas parler. Je crois qu'il fallait aussi réaffirmer l'état de droit, justement, et le rapport aux confréries religieuses. Absolument, et oui, c'est sûr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Stéphanie Hartmann, merci Fatoumata Ouansanya, merci à vous Pierre Benoît, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.